Bonjour, Bonjour. bonjour, bonjour. Merci pour votre participation et bienvenue dans notre troisième édition de l'Email Academy France de l'année. Et aujourd'hui, c'est une session un petit peu spéciale, déjà parce qu'on est 3 personnes. On accueille Marion Deveau aujourd'hui, mais aussi parce que l'intégralité de la session va être consacrée à vos questions. Donc, vous pouviez déjà les poser lors de l'inscription au webinar via notre formulaire. On en a reçu environ 80, donc on a dû déjà faire du tri. Mais vous pouvez évidemment continuer à en poser via l'onglet Q et A qui se trouve dans la barre de chat. Et donc, nos équipes derrière continueront à répondre à vos questions et pourront nous faire remonter les questions les plus pertinentes si vous votez pour elles. Commençons par les présentations. Donc, je suis Thomas Hajdikovic, spécialiste de la localisation et des contenus en français pour Mailjet. Et donc, je suis en compagnie de Marion et de Stéphanie qui vont se présenter également. Allez, j'enchaîne. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Marion Deveau. Je suis responsable de l'ingénierie au sein de Mailjet. Du coup, toute l'ingénierie, que ce soit le développement ou l'infrastructure. Donc, du coup, c'est à cause de moi si vous avez des bugs. Je suis désolée. Mais c'est aussi grâce à moi si vous pouvez utiliser Mailjet. Non, mais du coup, voilà, blague à part, je suis responsable de l'engineering et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Et Et donc, on est Marion, content de t'avoir chez on nous. est très heureux de t'avoir. Et Marion répondra notamment aux questions plutôt techniques que vous pourrez avoir. Et donc, Stéphanie. Et voilà, donc moi, je me présente, je suis Stéphanie, je suis responsable senior du produit chez Mailjet. Spécifiquement, je me focalise sur l'éditeur d'email. Voilà, voilà. Donc, je suis là surtout pour parler du produit, toutes vos questions produits. Et donc, dans les coulisses, pour nous aider, nous pouvons compter sur Plamena et F-Team qui répondront aux questions que vous pouvez, enfin, au tout venant, on va dire, que vous pourriez avoir, notamment sur des problèmes spécifiques avocats et qui vous renverront vers le support notamment. Et on peut compter aussi sur Thomas en support technique depuis le Texas. Donc, il est un peu tôt pour lui. Aujourd'hui, donc, la session va se dérouler en 4 grands temps. On a regroupé donc vos questions en 3 grands thèmes, à savoir la délivrabilité, le contenu et le design et le suivi et l'optimisation des envois. On fera également un point sur les tendances à venir de l'emailing puisque la nouvelle année approche et donc c'est toujours bien de se mettre au courant. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer par les bonnes pratiques de délivrabilité. Donc, moi, je vais démarrer. D'abord, je voulais remercier tout le monde d'avoir soumis vos questions. Vous avez été très nombreux. Donc, on va sûrement pas répondre à toutes les questions lors de cette session. On a vraiment divisé en grands thèmes pour essayer de répondre au plus grand nombre de vos interrogations. Voilà. Mais comme il a déjà dit Thomas, n'hésitez pas à continuer à poster vos questions dans l'onglet Q&A. Et après, vous pouvez aussi voter sur les questions les plus pertinentes. Donc, on va continuer à les dire pendant la session parce que c'est important. Donc, on va commencer avec la première question qui avait été posée, c'est comment avoir une liste de contacts valide. Donc, d'abord, ça commence avec votre formulaire d'inscription. Donc, on conseille d'avoir un formulaire en opt-in. Alors, qu'est-ce que c'est un formulaire en opt-in? C'est qu'une fois votre contact a soumis le formulaire sur votre site web, il reçoit un mail qui lui demande de confirmer son inscription. Alors, à quoi sert ce processus? Ça sert d'abord ça vous permet en fait de vérifier la validité de l'adresse email qui a utilisée lors de l'inscription pour être sûr que l'adresse email est bon. S'il n'est pas bon, l'email de confirmation n'arrivera pas dans sa boîte mail. Du coup, ça confirme sa validité. Et deuxième point, ça permet de confirmer le vrai intérêt et consentement, ce qui est très important, de la personne qui a rempli le formulaire. Vous pouvez mettre ça en place avec une formulaire que vous avez créé sur votre site web et avec une trigger ou quelque chose qui déclenche un email de opt-in. Mais si vous utilisez les formulaires Mailjet qui sont proposés aujourd'hui, le opt-in est inclus par défaut. Donc, quand vous créez votre formulaire Mailjet, vous allez également créer cet email de confirmation de double opt-in, et la page de confirmation que le contact va visualiser une fois qu'il a confirmé son inscription. Après, deuxième chose très importante, c'est de nettoyer ces listes régulièrement.
Qu'est-ce que ça veut dire de nettoyer une liste? C'est de supprimer, par exemple, les contacts qui sont en rebond permanent. Un rebond permanent, ça implique qu'il y ait un problème soit avec l'adresse email de base, avec le domaine, avec bon, il peut y avoir plusieurs problèmes, mais tous ces problèmes, ils vont sûrement pas se régler dans le temps. Donc, c'est sûrement que le contact n'est pas un contact valide. Nous vous conseillons de faire ce processus une fois par trimestre au moins, mais vous pouvez le faire à chaque campagne si vous le souhaitez. Il n'y a pas de maximum, mais un minimum conseillé de au moins une fois par trimestre. Au sein de Mailjet, nous avons même un outil de validation d'adresse email qui est intégré au service que vous pouvez utiliser pour valider vos listes en amont. Et si vous avez comme ça, en fait, vous évitez les risques même avant d'envoyer vos campagnes parce que vous arrivez à identifier les adresses mail à risque et les supprimer même avant d'envoyer. Si vous avez déjà un abonnement payant chez Mailjet, vous avez des validations incluses dans votre abonnement. Le nombre varie en fonction de votre souscription, mais ça reste quelque chose qu'on vous encourage vivement à utiliser, surtout voilà, si vous êtes déjà dans un abonnement payant chez Mailjet. Et en plus, en 2025, nous avons comme projet de nous pencher sur le nettoyage automatique des listes de contacts. Donc, plus de nettoyage manuel, vraiment, ce serait des paramètres que vous pouvez régler pour supprimer les contacts qui ne sont pas valides de vos listes automatiquement. Dernier petit point là-dessus, c'est de rester pertinent. Donc vraiment, il faut surveiller les statistiques de vos campagnes pour être sûr que le contenu intéresse votre audience et puis de l'adapter en fonction. Par exemple, si vous avez une campagne qui a un taux de clic particulièrement faible, vous pouvez réexaminer le contenu, l'audience. Peut-être qu'il faut adapter les gens que vous avez ciblés avec ces campagnes, ou même le rythme d'envoi. Peut-être que vous verrez plus de succès avec un envoi mensuel plutôt que hebdomadaire, ou vice-versa. Et n'hésitez surtout pas à solliciter le feedback, les retours de vos contacts directement. Ils peuvent vous dire ceci me plaît, voilà le rythme à lequel je souhaite recevoir des emails. C'est toujours bien de garder ce contact avec vos contacts, avec votre audience. Merci Stéphanie. Du coup, moi je vais vous parler du coup de la seconde question qui a été posée, je pense qui est remonté beaucoup de fois dans les questions, c'est au sujet de la délivrabilité sur l'authentification des domaines. Avant de parler des sigles qui font un peu peur, parce que dans les mailings, on aime bien les sigles, je vais vous parler aussi pourquoi il faut authentifier les domaines. En fait, le but de l'identification, c'est d'éviter aux hackers de pouvoir vous usurper. Dans ce cas-là, on parle de spoofing en fait. Donc le spoofing, ça désigne beaucoup de choses, mais c'est une technique qui est utilisée par les attaquants, les hackers, pour usurper votre identité. L'objectif, c'est en fait de faire croire que l'email provient d'une source qui est légitime, donc vous-même, mais en fait, elle provient d'une source qui est malveillante. Le spoofing, en fait, c'est un mot, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais vous entendez plus le phishing. Le phishing, c'est une partie, justement, du spoofing. Le phishing, ça permet de tromper l'utilisateur en lui faisant croire, en fait, que son email, il est légitime. Donc, qui provient, par exemple, d'une banque ou d'une plateforme que vous connaissez. Et du coup, grâce à ça, on peut usurper votre identité. Le deuxième type de spoofing qu'on peut avoir, c'est ce qu'on va appeler le business email compromise. Donc en fait, c'est le hacker qui se fait passer pour un cadre supérieur, pour un fournisseur, pour n'importe qui, pour demander en fait du transfert d'argent ou alors des données sensibles. Et du coup, ils vont pouvoir utiliser les emails pour faire ce type d'attaque. Et enfin, le troisième grande partie du spoofing, ça va être la propagation de malware grâce aux emails. Donc on va inciter les utilisateurs à télécharger des pièces jointes, ou alors à cliquer sur des liens qui sont malveillants et du coup qui vont nuire à la réputation de votre domaine. Donc voilà, il y a plusieurs grands axes pour se protéger du spoofing. Donc il va y avoir justement l'implémentation des protocoles d'authentification des emails. Donc je reviens à la question sur le SPF, le DKIM, le DMARC. Et après, il y aura aussi toute une grande partie dont je ne vais pas trop parler, mais qui est aussi éduquer les utilisateurs à reconnaître un petit peu tout ce qui peut être malveillant dans un email.
Donc voilà, ça je ne reviendrai pas dessus, sauf si ça fait partie des questions qui sont posées dans le chat et sur lesquelles on pourra répondre à la fin de cette session-là. Du coup, par rapport aux différents sigles qu'on voit d'afficher, le SPF. Le SPF, ça vient de Sender Policy Framework. C'est une méthode en fait d'authentification qui permet de faire le lien entre le nom de votre domaine et l'adresse de l'expéditeur. Donc, en fait, elle consiste juste à définir le ou les expéditeurs qui sont autorisés à envoyer les courriers de votre marque, en fait, avec un domaine qui est défini. Donc, ça permet en fait aux clients de messagerie comme Gmail ou Outlook de vérifier que l'email entrant d'un domaine, elle vient d'une personne qui est autorisée par l'administrateur du domaine. Donc voilà, si l'adresse IP qui envoie un email, elle n'est pas répertoriée dans l'enregistrement, du coup, on ne pourra pas vous authentifier et du coup, ça échouera. Pour le protocole DKIM, donc ça veut dire Domain Keys Identified Email, c'est un protocole qui permet de faire le lien entre le nom de domaine et cette fois-ci un message. Donc là, le protocole, il va permettre en fait de faire une signature de votre email avec votre nom de domaine. L'objectif de ce protocole, en fait, c'est uniquement de prouver que le nom de domaine, il n'a pas été usurpé. Donc, il n'y a pas un hacker, en fait, qui a essayé d'intercepter l'email avant de le délivrer à votre contact. Et aussi, ça permet de vérifier que le message en lui-même n'a pas été altéré. Donc, en fait, qu'on n'a pas récupéré votre email, changé par exemple un lien, et ensuite délivrer l'email à l'expéditeur. Petite note par rapport à Mailjet, le DKIM, donc c'est une clé. Il y a différentes tailles de clés. Donc, on a 1024, 2048 et 4096. Plus la clé sera grande, plus en fait votre chiffrement sera efficace parce que ce sera encore plus dur de la décrypter. Et à l'heure actuelle, chez Mailjet, par défaut, on est en 2048, qui est la norme standard du moment. Mais vous avez la possibilité, si votre fournisseur ne vous permet pas d'avoir des clés 2048, d'utiliser 1024 ou alors d'utiliser une clé encore plus grande qui est 4096. Donc sur Mailjet, vous avez déjà la possibilité de faire ça lorsque vous configurez votre clé DKIM. Vous pouvez sélectionner le type de clé que vous souhaitez. Pour ce qui est enfin du protocole des marques, ça veut dire, alors là c'est à rallonge, Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance. À l'heure actuelle, c'est pas le protocole par défaut qu'on met en avant. Le SPF et le DKIM, ils sont beaucoup plus en avant en termes d'authentification, mais on va dire que c'est comme une surcouche. Elle est vraiment complémentaire aux deux précédents que je vous ai définis. Et elle permet de lutter plus efficacement contre le phishing et les autres pratiques en fait de spamming. Donc en fait le DMARC, ça permet aux détenteurs de domaine, donc à vous-même, d'indiquer aux fournisseurs d'accès à Internet et à vos clients, de signer leur domaine qui n'est pas officiellement identifié et formellement identifié par le SPF ou le DKIM. Pourquoi on utilise ces protocoles-là? Donc évidemment, vous avez compris, c'est forcément pour vérifier votre identité, pour prouver que c'est bien vous qui envoyez le message, pour justement améliorer votre délivrabilité. Ça va vous donner vraiment une plus-value vis-à-vis donc de tous les fournisseurs d'accès, mais aussi des webmails, Outlook, Gmail, etc. ont maintenant une très grande influence et très grande reconnaissance de ces protocoles-là, et du coup, s'ils ne sont pas implémentés, vous allez beaucoup plus facilement tomber dans les spams ou alors vous faire rejeter. Et du coup, votre réputation en sera plus impactée. Je rajoute aussi une petite note, je ne sais pas si vous avez été au courant, mais en fait, depuis février de cette année, donc 2024, Gmail et Yahoo, ils ont fait une énorme implémentation justement de ces protocoles et ils les ont rendus obligatoires. C'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus de mal à délivrer des emails chez Google et chez Yahoo si jamais ces protocoles-là ne sont pas implémentés. Donc voilà, si vous vous posez des questions par rapport à votre délivrabilité qui est plus faible qu'avant par rapport à Gmail et Yahoo, c'est probablement à cause de ça. Évidemment, il y a des limites de ces protocoles-là. Ça vous permettra pas d'avoir 100% de délivrabilité. Il y a beaucoup de choses d'autres qui rentrent en compte.
Mais grâce à ces protocoles-là, vous serez beaucoup mieux authentifié et beaucoup mieux accueilli par du coup les fournisseurs d'accès et aussi les webmails. Merci pour ces précisions techniques. Une note avant que je passe à la question suivante. Je vois des questions qui sont posées dans le chat. N'hésitez pas à les poser directement en utilisant l'onglet Q&A ou Q&A parce que ça nous permettra d'une part de les faire remonter plus facilement et d'autre part d'être plus facilement répondu par notre équipe en backstage, Plamena et F-Team. Donc, de mon côté, une autre question qui est revenue plusieurs fois. À quel moment dois-je envoyer mes emails? Et évidemment, la réponse est ça dépend. Ça dépend de du type d'activité que vous exercez. Si vous êtes en B2B, évidemment, vous allez plutôt viser les horaires d'activité de vos contacts, donc les horaires de bureau et les jours de semaine. Si vous êtes dans le B2C, justement, vous allez plutôt choisir les périodes de creux d'activité, donc le matin, la pause déjeuner ou plus tard dans la soirée. Cependant, évidemment, ce n'est pas du tout une science exacte lors d'envoi. Des tutos de protocole d'authentification du domaine. On vient de faire remonter cette question. Petit souci technique, il n'y a pas de problème. Donc oui, l'importance, évidemment, c'est que vos contacts ne ressemblent pas aux contacts de votre concurrent ou de votre voisin. Donc, c'est à vous de tester, évidemment, les envois sur plusieurs jours et horaires différents pour identifier quels sont celles et ceux qui génèrent le plus et les meilleurs résultats. Pensez donc également au profil de vos destinataires, comme j'ai dit, en fonction de leur activité ou du fait qu'ils sont particuliers et non pas professionnels. Passons à des problèmes communs de délivrabilité à présent. Notamment la question de pourquoi les emails arrivent en spam. C'est le nerf de la guerre dans l'emailing. Hein. Comment faire en sorte que ça arrive en boîte de réception et pas en spam? Pourquoi est-ce que ça arrive parfois en spam, etc. Stéphanie l'a déjà largement abordé, mais le point numéro 1, c'est évidemment l'hygiène des listes. Donc, faire en sorte d'avoir toujours des contacts consentants et des contacts à jour. Si quelqu'un n'ouvre plus vos emails depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, peut-être qu'il est temps de supprimer ce contact de votre base de données. Il y a évidemment les problèmes d'authentification qui ont été abordés par Marion, notamment et spécialement depuis février, donc sur les domaines Gmail et Yahoo Mail. Mais il est très, très, très probable que d'autres webmails et fournisseurs d'accès Internet s'alignent sur ces directives et eux aussi demandent des protocoles d'authentification un peu plus stricts, comme on va le voir dans les tendances à venir. Et dans une moindre mesure, il y a aussi la question du contenu même de vos emails. Certains mots peuvent déclencher l'alarme au spam, donc des mots en lien avec certaines pratiques pharmaceutiques, des activités criminelles, des mots associés au monde de la banque ou de l'assurance et un wording un peu trop insistant peuvent déclencher les alarmes du côté des webmails et FAI et donc vous faire passer comme spam alors que votre contenu est parfois légitime. Donc tout ça, c'est à garder en tête et évidemment, le fait d'arriver en spam, c'est jamais dû à un seul facteur. C'est bien souvent une combinaison de plusieurs choses. Donc c'est pour ça que nous invitons à suivre de manière générale les bonnes pratiques de l'emailing afin de vous garantir la meilleure délivrabilité possible. C'est bien, c'est une transition parfaite pour comment atteindre Gmail, Hotmail, Outlook, mais tous les webmails. Je pense que ça va aussi très fortement avec comment faire pour ne pas être dans les spams. En vrai, il n'y a pas une solution magique et une solution miracle. Faut savoir que les webmails sont de plus en plus à essayer de trouver des parades aux spammers, donc du coup aux entreprises et aux personnes qui pourraient être malveillantes et du coup ajoutent de plus en plus de règles. Et du coup, il faut s'adapter à ces règles-là. Donc on a déjà parlé de Gmail et de Yahoo qui ont du coup mis en place des nouvelles restrictions par rapport au SPF et au DKIM. La première chose, de toute façon, ça va être d'authentifier vos domaines. Donc, on en revient à la question d'avant. Après, il va falloir en fait maintenir, peu importe le webmail, hein, là c'est vraiment général, il faut maintenir une excellente réputation dans vos envois.
on va vous parler des réputations de vos IP. Vous avez 2 types d'IP. Vous pouvez avoir des IP dédiés, donc du coup qui sont vos propres IP utilisés seulement par vous et qui vous servent à envoyer des emails. Donc il faut suivre la réputation de ces emails grâce à des outils comme Google Postmaster ou Microsoft NDS par exemple. On a listé aussi MX Toolbox. Vous allez pouvoir justement regarder si votre IP n'a pas été impactée ou, je reviendrai même plus tard dans une des questions qui vient dans quelques slides, si elle n'a pas été totalement blacklistée, donc mis sur liste noire. Donc ça, c'était la première catégorie, les IP que vous gérez vous-même, qui vous sont dédiés, mais on a aussi des IP qui sont partagés. Donc il va y avoir plusieurs utilisateurs qui vont utiliser cette IP pour envoyer des mails. Là, il va falloir justement avoir on va, grâce à Mailjet, avoir des protocoles et des protocoles, ça sert à rien de chercher plus, Des seuils, des limites, pardon, oui. Qui vont gérer toutes les limites et qui vont vous permettre de garder votre réputation. Donc voilà, ça va être la première chose, garder la réputation grâce aux emails. Et ensuite, on va avoir vos domaines, vos listes de contacts. Donc les listes de contacts, Stéphanie a parlé de l'outil de validation. Plus vous aurez des listes de contacts qui contiendront soit des contacts à qui on ne peut pas envoyer car ils n'existent plus, ou alors des contacts qui vous mettent sans cesse en spam, plus votre réputation baissera et plus du coup vous aurez du mal à atteindre les boîtes mail comme Gmail qui fait énormément attention à tout ça. Donc voilà, je vous incite aussi, comme l'a dit Stéphanie, à utiliser l'outil validation qui permettra régulièrement de mettre à jour vos listes de contacts et du coup de baisser le nombre de rebonds, le nombre de spams et vous permettra d'atteindre les listes. Après, on va avoir tout le contenu des emails. On en a déjà un petit peu parlé, mais du coup, il faut respecter toute la conformité légale de un peu les lois du marketing, RGPD. Tout ça va être aussi scanné par les webmails et ça va du coup engendrer une plus ou moins bonne réputation du coup de vos domaines. Et la dernière chose que je vous invite aussi, je pense que vous le faites quand même régulièrement, mais en fait, testez vos envois, regardez le taux de délivrabilité, le taux de rebond, etc. et justement essayer d'ajuster vos listes de contacts et on reboucle, pouvoir garder cette bonne réputation. Ouais, donc, et surtout, en fait, il faut maintenant, avec le nouveau climat avec Yahoo et Google, il faut éviter d'envoyer avec les free mails comme possible. Il faut vraiment authentifier vos domaines. Marion l'a dit, mais je le redis parce que c'est pour être vraiment clair. Les free mails Gmail envoyés depuis une adresse Gmail, ce n'est plus une bonne idée en 2024. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de proscrire. Ça demande quand même un niveau technique plus élevé. On a un tuto sur comment justement faire ces authentifications dans la documentation de Mailjet qui est assez bien fait. C'est un tuto vidéo qui est en français. Je pense que le support, ils l'ont déjà mis quelque part dans le chat, mais peut-être qu'ils pourraient le remettre aussi. Et je voulais juste faire une petite précision sur les adresses, sur les IP. Si vous êtes chez Mailjet, il y a certaines abonnements qui ont la possibilité d'avoir une IP personnelle, enfin une IP individuelle en supplément. Mais la majorité des gens chez Mailjet, ça va être sur une IP partagée et du coup, toute cette gestion des IP et de réputation, ça va vraiment être géré sur Mailjet. Donc, pas de panique là-dessus. En fait, c'est vraiment, nous, on gère les gens qui sont dans chaque groupe, on bouge les gens, on veille sur leur réputation pour essayer de veiller sur la délivrabilité. Comme ça, vous avez ça en moins. Après, si vous optez, ceux qui sont sur des abonnements plus élevés, si vous optez pour une adresse IP qui est vraiment unique, là, souvent, ça vient avec un accompagnement de l'équipe de délivrabilité pour vous aider justement à maintenir et garder et veiller sur cette réputation. Et donc, sur la dernière question, comment entretenir ma liste de contacts? En fait, on a déjà passé beaucoup de temps. On va se répéter, mais nettoyez vos contacts, gardez un œil dessus.
mesurer leur niveau d'engagement. Moi, je vais parler rapidement de la politique de caducité, qui est différente de la nettoyage, donc de la suppression des contacts de vos listes. C'est plutôt une politique où vous allez mesurer l'engagement de vos contacts sur une certaine période, par exemple 3-6 mois. Si vous voyez une baisse d'engagement, donc moins de clics, moins d'ouverture, vous pouvez, au lieu de les supprimer, parce qu'on peut vouloir garder un contact qui n'est pas forcément très actif pour des raisons diverses et variées. Peut-être c'est un client qui ne souhaite pas recevoir vos mails, mais qui est toujours un client actif, ou c'est quelqu'un qui ne veut pas recevoir des emails d'une de vos listes de contacts, mais qui souhaite recevoir vos emails transactionnels. Donc, il y a des raisons qu'on souhaite garder ces contacts, mais on peut les mettre dans ce qu'on appelle un segment pour pouvoir les pas mettre en quarantaine, mais de les mettre de côté. Comme ça, on ne les envoie pas d'emails, mais on les garde bien dans notre base de données. Et du coup, une segmentation, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, la segmentation, c'est vraiment un filtre qu'on peut appliquer sur notre liste de contacts. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'exemple que je viens de donner, c'est on pourrait le faire on peut baser notre filtre sur le comportement du contact, donc n'a pas cliqué dans les 3 derniers mois pour essayer de les mettre dans un segment de contact inactif, par exemple. Mais on peut également faire le contraire, donc identifier les contacts qui sont très actifs, par exemple avec « il a cliqué dans les 30 derniers jours » et créer un segment avec les gens qui sont hyper actifs et très engagés pour essayer de les cibler plus parce qu'ils vont avoir un taux d'engagement qui est meilleur et du coup, nos statistiques, ils vont s'améliorer dans le temps. Une autre utilisation de segmentation, mais je reviendrai plus tard, c'est en se basant sur les centres d'intérêt ou les données que nous avons sur un contact. Donc, si j'ai une animalerie et qu'un contact a déclaré avoir un intérêt pour les chats, je peux ensuite créer un segment pour les gens qui aiment les chats, comme Marion. Et cette information peut être utilisée pour mieux personnaliser le contenu. Comme ça, pareil, on a un taux d'engagement qui augmente dans le temps. Et du coup, cet engagement contenu, c'est une façon d'entretenir les listes de contacts aussi, parce qu'ils sont contents de recevoir nos emails. Voilà, donc je pense que maintenant, on passe à notre prochaine catégorie avec le contenu et le design des emails. Donc ça, pareil, il y a eu énormément de questions sur le contenu et le design des emails. Du coup, on a décidé on va essayer de répondre à un certain nombre. Et je vais commencer avec l'insertion du contenu animé dans un email. Donc, j'ai vu quelqu'un qui a demandé pourquoi on ne peut pas mettre un GIF dans un email, mais on peut le faire. Donc, c'est même une bonne moyen d'ajouter un peu de dynamisme dans un email. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un GIF, c'est une image animée. Donc, c'est comme une mini vidéo qui va tourner en boucle pendant 2-3 secondes. Je pense il y a la majorité des gens qui les connaissent, qui savent ce que c'est un GIF, mais au cas où. Juste quelques conseils si vous utilisez un GIF dans un email. C'est que d'abord, il faut faire attention au poids, car les GIFs, ça peut peser lourd. Et il est conseillé de garder un poids d'image à moins de 200 kilo-octets, si possible, pour une meilleure expérience utilisateur, parce que ça va charger plus vite, mais aussi pour soigner la délivrabilité. Parce que ça, c'est autre chose qui impacte la délivrabilité, c'est la taille totale d'un email. Donc, on conseille de vraiment de minimiser le poids des images. Mais aussi, et je pense que c'est la question de la personne qui a posé la question sur les GIFs, pardon, dans le chat, vient peut-être de ceci, mais il n'y a pas toutes les boîtes mail qui vont afficher l'animation. Et du coup, quand vous allez créer votre GIF, il faut bien soigner la première image qui sera dans votre GIF, parce que si une boîte mail n'affiche pas l'animation, il va afficher la première image de votre GIF. Donc, ça, c'est 2 choses à garder en tête. Mais ça marche dans Mailjet. Vous pouvez charger un GIF aujourd'hui et le tester, en fait, et envoyer un email de test. Ça marche très bien. Après, on peut aussi rendre une image cliquable. Donc, pareil, vous pouvez faire ça facilement dans Mailjet. Vous ajoutez juste une URL sur l'image si vous utilisez notre éditeur de glisser-déposer dans Mailjet et un champ où vous pouvez ajouter une URL et ça rend l'image cliquable. Vous pouvez le pointer vers une vidéo, vers une page d'atterrissage, voilà ce que vous souhaitez. Et ça fait une petite puce dans vos emails.
Et dernière chose, c'est AMP. Donc, ça, c'est un peu plus poussé et avec une utilisation plus limitée. AMP veut dire Accelerated Mobile Pages. Donc, c'est un projet open source. Donc, tout le monde peut contribuer au projet, mais qui a été lancé par Google avec comme objectif, comme indique son nom en anglais, d'accélérer le chargement des pages, surtout en mobile. Aujourd'hui, on peut utiliser AMP dans un email et ça vous permet de faire des trucs merveilleux, on va l'avouer. On peut ajouter un formulaire, on peut ajouter un sondage, on peut mettre un accordéon, un carrousel. Donc avec toutes ces possibilités qui sont au top, pourquoi c'est pas très utilisé? C'est parce que c'est accepté que par 4 fournisseurs de services de messagerie, notamment Gmail, Yahoo, Mail.Russie, je crois, et Fair Email. Donc voilà, ils ne sont pas très nombreux à accepter du AMP. Et qu'est-ce qui se passe si une boîte mail n'accepte pas AMP? C'est qu'il faut avoir une alternative dans votre HTML. Donc, il faut avoir une image, en anglais, on dit un fallback, mais voilà, une alternative au contenu AMP qui est dans votre email. Aussi, AMP, ça nécessite souvent de pouvoir coder parce qu'ils sont rares les plateformes email qui vous permettent de faire du glisser-déposer ou de construire un email directement en AMP. Ça existe, mais c'est plutôt rare. Les bonnes nouvelles, dans Mailjet, il ne va pas avoir du AMP, mais nous avons comme projet d'ajouter plus d'éléments dynamiques, notamment un compte à rebours, qui est aussi une option du contenu dynamique. Un compte à rebours où, en fait, on peut mettre une date limite qui va faire un décompte dans les emails pour un peu pousser à l'urgence. On va ajouter un carrousel et un accordéon. Donc, stay tuned, ça va arriver. Deuxième question liée au design, pourquoi est-ce que l'affichage de l'email change sur mobile? C'est une question qui est venue une ou deux fois, parce qu'effectivement, donc la construction et la lecture d'un email sur ordinateur, parfois, on peut avoir un bloc image et à côté un bloc de texte. Ce qui va transformer sur mobile, c'est que le bloc image sera au-dessus et le bloc de texte sera en dessous. Et donc, des gens s'inquiétaient de ce changement de design. Tout ça, c'est parce que donc là, il faut parler de quelque chose qui s'appelle le design responsif ou responsive design, qui est le changement et l'adaptation de l'affichage de votre page web ou de votre email, dans notre cas, en fonction de la taille de l'écran de lecture. À savoir qu'aujourd'hui, les emails sont vraiment beaucoup plus largement lus sur téléphone et sur tablette que sur ordinateur. Et donc, c'est essentiel d'avoir un email qui s'affiche correctement sur les plus petits écrans. Donc, c'est pour ça que, notamment si vous utilisez l'éditeur d'email de Mailjet, qui est par défaut responsive, vos blocs vont s'empiler les uns sous les autres plutôt que d'être affichés en colonne les unes à côté des autres dès lors qu'il sera affiché sur téléphone. Petit aparté d'ailleurs sur le design pour téléphone mobile, pensez à créer des boutons d'appel à l'action ou de call to action suffisamment gros pour qu'ils soient facilement cliquables avec un doigt ou un pouce et pas juste un lien sur lequel il va falloir zoomer, donc qui va créer un petit peu plus de frustration auprès de l'utilisateur final. Donc, la raison pour laquelle parfois votre design change et donc les blocs changent de position, c'est parce qu'on prend en compte cet aspect responsive. Il y a également la question du mode sombre. On a eu une question autour du mode sombre puisque quelqu'un se demandait comment est-ce que mon titre peut s'afficher en noir si le dessinateur a placé son téléphone en mode sombre et donc comment est-ce qu'on a fait pour afficher un texte noir sur un fond noir? Voilà, très bonne question. Il faut rentrer dans le code. Encore une fois, il faut paramétrer ça dans votre HTML et avoir une solution de secours, donc tout simplement un changement de couleur de votre texte ou dans certains cas, un changement de logo. Donc avoir un logo de secours en plus pour l'affichage en mode sombre. Dernier point sur cette question, c'est le langage MJML, donc qui est un langage un markup language, un langage de programmation propre à Mailjet qui vous permet de coder assez simplement, donc ça implique quand même des connaissances techniques, de coder assez simplement vos emails pour qu'ils soient responsifs sur la plupart, et voire l'intégralité des écrans mobiles. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête parce que si vous faites ça seulement en HTML ou en CSS, ça va être une tâche infinie, tellement il y a de tailles d'écran différentes. MJML prend toutes ces questions techniques en charge
et donc vous n'avez plus qu'à coder simplement les blocs que vous voulez intégrer à votre email. Enfin, dernière question par rapport au design des emails, toute la notion des pièces jointes. Est-ce qu'il est possible d'envoyer des pièces jointes? La première chose, c'est que oui, c'est possible, mais seulement via notre API. Et la pièce jointe est limitée à 15 mégas. Donc, vous ne pourrez pas aller au-dessus. Et si vous n'utilisez pas notre API, il n'est pas possible d'ajouter des pièces jointes. Mais il faut savoir que c'est une pratique qui est déconseillée. Il y a plusieurs raisons au fait que ce soit déconseillé. La sécurité, la délivrabilité, encore une fois, et aussi l'expérience utilisateur. On a des risques de sécurité parce que c'est l'un des vecteurs qui est quand même le plus courant pour tout ce qui va être diffusion de logiciels malveillants. Désolé. Donc on va pouvoir, grâce à des types de fichiers spécifiques, comme par exemple le .doc, qui correspond à un Word, ou le .pdf, on va pouvoir propager des malwares. Donc ça va permettre de contenir en fait des petites parties de code qui sont pas forcément visibles pour les utilisateurs, ou des petits scripts qui vont en fait infecter l'appareil du destinataire. Ça va aussi permettre de faire du phishing. Ils vont utiliser des pièces jointes pour tromper le destinataire, leur faire ouvrir des documents frauduleux, ou alors pour des blocages automatiques. Désolé. Il va y avoir des blocages automatiques de certains fournisseurs dès lors qu'il va y avoir des pièces jointes, parce que ça peut être potentiellement dangereux. Et comme je vous ai dit, ils sont de plus en plus restrictifs. Donc, il y en a certains maintenant qui ne se prennent pratiquement plus la tête, qui voient des pièces jointes et tout de suite qui les pointent comme spam, ou qui refusent totalement la réception. Donc, ça va avoir aussi des impacts sur votre délivrabilité, ce que je viens de vous dire, puisqu'ils vont être marqués comme spam, donc ça va diminuer votre réputation. Et du coup, on va se retrouver avec des problèmes. Les alternatives qui sont les plus sûres à l'ajout d'une pièce jointe, ça va être que plutôt d'envoyer une pièce jointe, on va plutôt se tourner vers des solutions qui vont être cloud, donc qui vont être stockées sur un hébergeur de type Google Drive, Dropbox, si vous voulez partager des documents ou des PDF. Cela va vous permettre en fait de limiter la taille de l'email, donc toujours de contrôler la taille et du coup l'accès de plus en plus rapide à votre email. De contrôler l'accès. Vous pouvez mettre lecture seule, une durée d'accès, etc. Donc, vous allez augmenter la sécurité et aussi d'assurer la compatibilité sur tous les appareils. Puisque si je reprends mon exemple de .doc, par exemple, qui correspond au Word, une personne qui va l'ouvrir sur Mac et n'ayant pas Word aura peut-être des difficultés à le lire. Tandis que si c'est externalisé, ce sera géré par l'outil que vous utiliserez et du coup, la lecture sera plus facile. Vous pouvez aussi le mettre sur une page dédiée. Donc ça, il faut un petit peu plus de peut-être connaissances et aussi avoir un site dédié. Mais du coup, vous pourriez mettre un lien dans votre email qui redirigerait vers votre page. Et dans ce cas-là, en fait, vous auriez une page qui serait publiée sur votre site et qui serait dédiée à votre besoin. Et du coup, après, il va y avoir aussi la possibilité, par exemple, si en pièce jointe, vous avez une image ou un graphique ou une vidéo, plutôt que de la mettre en pièce jointe, la placer directement dans l'email, puisque maintenant, il y a des formats qui sont intégrés direct dans l'email. Et ça empêche pas, mais du coup, l'utilisateur n'a pas besoin de faire une action de clic. Et c'est quand même moins dangereux d'un point de vue des webmails, plutôt de voir directement l'image dans un email plutôt que de devoir cliquer sur une pièce jointe. Merci. Passons à la suite sur le contenu même des emails après avoir abordé la question du design. Comment bien choisir un objet d'email? Donc, notez que l'objet d'email, c'est évidemment le petit texte qui s'affiche en boîte de réception et donc qui est généralement la première chose que les destinataires voient lorsqu'ils ouvrent leur boîte de réception avec votre nom d'expéditeur. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de crucial et que donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, la limite de caractère, ça dépend encore une fois des webmails et des FAI, mais en règle générale, on essaye, faites en sorte de maintenir un nombre de 60 caractères maximum pour votre objet d'email. Le deuxième point, soyez précis et impactant. Il y a toujours des contre-exemples avec des expéditeurs qui vont utiliser le mystère pour essayer de susciter l'intérêt, donc le clic. Mais
le mieux, c'est d'aller droit au but. Et donc, si vous offrez une réduction de moins 30% sur tel produit, annoncez que vous offrez une réduction de moins 30% sur tel produit. Ça va vraiment encourager les gens à cliquer dans votre email. Pensez également à la personnalisation. Vous pouvez personnaliser vos objets d'email, intégrer un Thomas, ce produit est fait pour vous. Ça attire directement le lecteur et ça va probablement générer une ouverture en conséquence. Donc tout ça, encore une fois, ce sont des éléments à tester. Tout ce qu'on va dire, de toute façon, tout ce qu'on dit lors de ce webinaire, ce sont des choses à tester, mais ce sont des grandes règles générales pour avoir un objet d'email relativement efficace. Et parlant d'efficace, on va parler des call to action. Transition parfaite. Merci, Thomas. Du coup, d'abord, je pense qu'il faut définir un call to action, un appel à l'action, parce que je crois qu'on en a parlé plusieurs fois déjà dans le webinaire, mais c'est souvent un bouton avec du texte qui invite le contact à faire une action, par exemple, visiter votre site web, acheter un produit, s'inscrire à votre newsletter. Donc, c'est l'action principale dans votre email. Alors, comment en créer une qui est efficace? D'abord, il faut les hiérarchiser. Mettez votre CTA principal, CTA Call to Action, de l'appel à l'action, plus en valeur. Donc, on peut mettre une couleur vive qui attire l'œil. On peut peut-être mettre une police un peu plus grosse sur le CTA principal et surtout un placement au-dessus de la ligne de flottaison. Comme ça, dès que le contact ouvre votre email, hop, il voit l'appel à l'action. Aussi, il faut utiliser les appels à l'action et ça doit être court, en fait, quelques mots rapides. Quelqu'un a demandé si on pourrait avoir plusieurs appels à l'action dans un même email. Ce n'est pas interdit. Il faut vraiment s'appuyer sur les principes du design, je pense, et utiliser par exemple les boutons secondaires. Donc là, je viens de dire que sur le CTA ou le bouton principal, qu'il faudrait mettre une couleur vive et attirer l'attention, l'œil dessus. Pour les boutons secondaires ou les boutons moins importants, on peut, par exemple, ne pas mettre une couleur, mettre juste une bordure, utiliser une taille de police plus petit, ou certaines personnes utilisent un lien à la place d'un bouton. Moi, je trouve les boutons plus jolis, mais vraiment, c'est une question de design et de, voilà. Mais c'est une autre façon de hiérarchiser les CTA. Comment utiliser l'IA dans la création d'emails? Je sais que l'IA, c'est quelque chose dans l'air du temps qui peut faire peur ou pas. Comment l'utiliser? Alors, chez Mailjet, à l'heure actuelle, on a deux fonctionnalités qui nous permettent de créer du texte et des objets dans les emails. C'est la même utilisation à l'heure actuelle, c'est-à-dire que vous avez un petit bouton qui vous permet d'utiliser l'AI pour générer votre besoin, donc texte ou objet d'email. Vous allez remplir un prompt avec aussi quelques informations supplémentaires comme la langue dans laquelle vous voulez avoir votre réponse, le ton que vous voulez utiliser, l'audience et le nombre de caractères qui va être ça spécifique pour le texte, puisque le sujet, il y a quand même des normes de bonnes pratiques, donc on les a déjà intégrées là-dedans. Le prompt, je vous recommande de, entre guillemets, parler naturellement. Donc soyez pas forcément précis dans votre demande, mais essayez d'expliquer comme si vous vouliez expliquer à une personne votre besoin. Et ça vous permettra d'avoir quelque chose qui sera plus révélateur de votre besoin. On a vu des gens qui nous disaient gère-moi un email promotionnel. Mais du coup, on n'a pas d'informations sur quel type d'email promotionnel vous voulez, pour qui, pourquoi, quand, comment. Donc voilà, je vous conseille lors de votre rédaction de prompt d'essayer d'imaginer que vous parlez à quelqu'un. Et j'espère que ça vous donnera les résultats que vous attendez. C'est l'objectif en tout cas. À la suite de ça, vous pouvez raffiner au fur et à mesure vos réponses et jusqu'à obtenir votre besoin que vous pouvez intégrer directement dans votre email. Qu'est-ce que je peux dire sur... Non, je pense que là-dessus, ça va être tout. Après, je vais faire un petit peu de teasing. J'aime bien. En janvier, on va sortir notre troisième feature qui concerne l'AI, qui est la génération d'emails
Alors là, c'est magique. Vous dites la catégorie d'email dont vous avez besoin, un email promotionnel. Vous décrivez ce dont vous avez besoin et hop, vous avez un email qui apparaît. Donc, dans l'email, pour l'instant, c'est la structure de votre email sera construite. Vous aurez le texte, vous aurez votre objet. Pas encore les images, malheureusement. C'est pas encore, mais peut-être bientôt. Affaire à suivre. Mais du coup, vous aurez votre email et vous pourrez raffiner en fonction de votre besoin, ajouter les images puisqu'on aura quand même les encarts qui seront là en vous disant ici il faudrait mettre une image de telle taille. Donc vous aurez juste besoin de raffiner, juste besoin d'ajouter votre image et hop, vous serez prêt à envoyer. Donc ça, nous aurons la première version qui sera disponible en janvier. Donc du coup, soyez là. Et ce qui va arriver prochainement aussi, on n'a pas encore de date exacte, mais on va raffiner nos 2 fonctionnalités qui sont déjà présentes dans notre éditeur. On va créer un AI Assistant, donc vous pourrez directement interagir avec lui pour raffiner ce dont vous avez besoin. Et du coup, vous aurez une communication comme si vous communiquiez avec un chatbot et que vous aviez besoin de raffiner ce texte-là. Je préfère avec des actions rapides. Donc, vous pourrez lui dire, raccourcis-moi ça. Vous cliquez sur le bouton et hop, il va vous raccourcir votre texte. Rallonge-moi, change-moi la langue, etc. On aura plein de petites actions comme ça. Donc voilà, ça, on n'a pas encore de date. Je regarde Stéphanie, même si elle sait pas que je la regarde, mais pour ça. Mais voilà, du coup, j'espère que ça arrivera très prochainement sur la plateforme parce que ça va être vraiment bien. Premier trimestre, normalement, c'est prévu. Mais bon, après, je promets rien. Allez. Passons rapidement au 3e point lié au contenu et au design, donc toutes les questions de personnalisation et d'automatisation. Je crois que c'était... Ouais. C'est moi. Voilà, donc je vais essayer de... Il ne nous reste pas beaucoup de temps, ça passe tellement vite. Donc, comment fonctionne la personnalisation? Ça commence d'abord avec le paramétrage des formulaires. Donc, en fait, il faut capturer les données sur votre audience dès leur inscription et ça va vous faciliter la vie par la suite. Ces informations, ça peut être les centres d'intérêt, leur métier, leur géolocalisation ou d'autres informations qui sont pertinentes pour votre entreprise. Donc, ça vous permet... Pour faire la suite, donc on va prendre ces données et on va mettre une touche personnelle dans les emails en utilisant les variables. Donc, une variable, c'est une fonctionnalité qui existe dans Mailjet. Vous pouvez mettre une variable qui est basée sur une propriété de contact, donc c'est-à-dire les données. Nous, on appelle dans Mailjet les colonnes. Chaque colonne de données, ça s'appelle une propriété de contact, en fait, dans Mailjet pour ceux qui connaissent moins bien. Et vous pouvez, du coup, insérer une variable dans votre email avec, par exemple, le prénom de la personne à qui vous allez vous adresser. Ça, c'est un exemple très courant. Je crois qu'on l'a tous vu. Bonjour Stéphanie, etc. Ensuite, on en a déjà parlé, mais la segmentation, c'est aussi un très bon moyen de personnaliser vos emails. Donc, pareil, je fais que redire les centres d'intérêt, mais voilà, vous pouvez choisir n'importe quelle donnée que vous avez dans votre base, créer un segment pour regrouper les gens et ensuite personnaliser le contenu en fonction de ces données. Et passons aux deuxième question. Oui, et donc en parlant de données, il y a plusieurs types d'options de personnalisation qui existent. Vous pouvez vous baser sur des données statiques, donc qui ne vont pas bouger a priori, comme le nom, le prénom, la civilité, la date de naissance, etc., des contacts. On a aussi des données dynamiques, donc les préférences, la localisation des destinataires, tout ça, qui peuvent être gérées depuis votre CRM et donc à connecter donc, via Mailjet. Et il y a également des données comportementales, là, généralement complètement gérées par le CRM, comme l'historique d'achat, le parcours client sur votre site. Mais il y a aussi des éléments, comme l'a déjà dit tout à l'heure, plus tôt, Stéphanie, comme le fait d'ouvrir un email, le fait de cliquer sur un lien. Ce sont également des éléments qui vont permettre la personnalisation de vos emails. On va être très vite, désolé. Par rapport à l'automatisation, à l'heure actuelle, on a plusieurs scénarios qui sont clés en main. On en a 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Mais du coup, on en a 4. Voilà. Donc vous allez avoir un scénario qui va être très
rapide à gérer, puisque du coup, vous allez informer votre contact list ou le segment sur lequel vous souhaitez gérer votre scénario automatisé. Vous allez créer l'email ou utiliser un existant. Et ensuite, vous pourrez l'envoyer maintenant ou plus tard, cette automatisation. J'ai envie de dire que c'est très basique, puisqu'on a ce qu'on a appelé le welcome, c'est-à-dire que c'est un scénario qui permettra que lorsqu'un nouveau contact rentre dans votre liste de contacts, on lui envoie un email de bienvenue. On a la mise à jour des propriétés de contact. Donc quand quelqu'un change par exemple son âge de 18 à 19 ans, du coup on pourra envoyer un email directement dès cette update. Et ensuite on va avoir deux scénarios qui vont être liés aux dates. Donc on va avoir envoie un email à une date précise, ou alors envoie un email à chaque anniversaire, que ce soit votre anniversaire, une date d'inscription ou n'importe quel autre type de date. Et ça, ce sera récurrent tous les ans. C'est très basique. On est conscient que c'est très basique et c'est pourquoi, pareil, encore un autre teasing, on est complètement en train de refaire cette fonctionnalité-là. On va essayer de la rendre beaucoup plus intuitif avec un outil de glisser-déposer qui vous permettra de mettre les blocs dont vous avez besoin. Donc, un bloc d'action pour faire certaines actions, un timer pour dire attendre tant de temps, etc. Pour que vous puissiez créer tout ce dont vous avez besoin. Et on aura aussi une première release qui sera en janvier. Et avec tout ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, même peut-être un petit peu plus, puisqu'on pourra sûrement gérer sur les souscriptions et les désabonnements. Et on aura plus tard, au fur et à mesure, des nouvelles fonctionnalités qui seront liées à ça. On aura des scénarios qui seront prédéfinis, ça vous permettra d'aller plus rapidement dans vos besoins, peut-être, possiblement, grâce à une galerie qui vous présentera les différents scénarios. On aura plus de possibilités d'action, comme par exemple, si l'utilisateur a cliqué sur un lien, faites ça. S'il n'a pas cliqué, vous faites autre chose. On pourra tester aussi, s'il a visité la page, vous faites telle action. Il y aura aussi potentiellement l'abandon des paniers, plus pour les entreprises qui sont dans le e-commerce. Si jamais l'utilisateur a abandonné son panier, vous voulez lui renvoyer un rappel au bout de X temps. On espère pouvoir envoyer potentiellement des SMS, des MMS ou n'importe quel autre type de contenu. Et aussi lier les webhooks, donc ça c'est plus pour les développeurs, mais du coup être capable de se lier à différentes API et en fonction d'un résultat d'API pouvoir faire des choses dans nos automatisations. On a aussi des intégrations à l'heure actuelle qui sont disponibles. On en a beaucoup. Segment, PrestaShop, WordPress. Donc là, je vous incite à aller voir la documentation pour tout ce qui va être du coup les intégrations, parce qu'on n'a plus trop de temps et que du coup, je voudrais qu'on passe à la suite. Oui, dernier point de notre webinaire aujourd'hui, donc comprendre les statistiques d'envoi. Une des questions qui est revenue le plus régulièrement dans celles que vous nous avez envoyées en amont, c'est savoir à quoi correspondent les rebonds temporaires comparés aux rebonds permanents. Donc soft bounce, rebond temporaire, ou hard bounce en anglais, parce que Marion était un peu perdue. Oui, j'avoue que je connais les termes en anglais et les retourner en français, des fois, c'est dur. Du coup, les rebonds temporaires, puisque maintenant je sais que c'est les soft bounce, en fait, ce sont des échecs qui sont, comme le nom l'indique, temporaires, qui sont liés à la livraison d'un email. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Notamment, par exemple, la boîte de réception de votre utilisateur est pleine. On peut pas rajouter un email. Donc, du coup, en fait, on va réessayer plusieurs fois pendant 72 heures. Donc ça, c'est valable pour toutes les raisons, mais du coup, voilà, on va retenter. Ça peut être une des raisons qui est fréquemment le cas, en fait, de pourquoi votre email est en attente, est en, du coup, rebond temporaire. On peut avoir aussi des problèmes de serveur, donc imaginons que Google ait des problèmes avec ses serveurs. Du coup, on va avoir des problèmes pour accéder directement à la messagerie, donc à Gmail, et du coup, on va attendre que cette anomalie soit réparée pour retenter et réenvoyer l'email.
Ça peut être aussi dû à des emails qui sont trop volumineux, pardon. Donc, si l'email dépasse une certaine taille maximale qui est autorisée par le serveur du destinataire, ça dépend des destinataires. Donc, je peux pas vous donner une norme, mais du coup, je vous conseille de les rendre le plus petit possible. On va aussi avoir des filtres de contenu. Donc, les serveurs vont faire des filtrages. Donc, ça va être temporairement rejeté en raison d'un contenu ou d'une en-tête qui peut être suspecte. Et du coup, il va y avoir une sorte d'analyse avant d'autoriser cet email. On peut avoir aussi un débordement d'activité des serveurs. Je pense notamment, par exemple, au Black Friday, qui est un moment où toutes les entreprises envoient beaucoup d'emails. Le serveur qui reçoit peut être très impacté. Et du coup, en fait, on va retenter plusieurs fois jusqu'à ce que la charge diminue et que l'email puisse être envoyé jusqu'au bout. Et ensuite, on va avoir des configurations aussi qui peuvent être mises en place par les destinataires. Par exemple, si l'utilisateur il a activé un filtrage qui va être plus strict et qui est juste temporaire. Donc là, on va rejeter l'email et nous, on attendra encore une fois un certain temps avant de le réessayer et on fera ça pendant 72 heures. Voilà, je pense que après, voilà, pour faire face au rebond temporaire, j'en ai déjà parlé, mais du coup, on va réessayer l'envoi et ça, c'est propre à Mailjet. Vous avez rien à faire de votre côté. Je vous conseille de réduire la taille de l'email le plus possible, pas mettre de pièges jointes volumineuses, mais on a parlé que c'était pas une bonne pratique. Essayez de limiter la taille des images. Ça sert à rien de mettre des images qui ont un poids trop volumineux. Généralement, il y a plein d'outils pour vous aider à les réduire. Vérifiez le contenu de vos emails pour éviter que les webmails, justement, soient trop stricts et détectent des mots-clés dont on a parlé, par exemple. Parce que ça aussi, ça peut empêcher avant que l'utilisateur reçoive l'email, votre envoi. Nettoyez régulièrement vos listes de contacts. Et voilà, hein, je pense qu'on est bon sur cette question. Après, on va passer à comment analyser les liens qui ont été les plus cliqués. Donc déjà, c'est d'avoir la balise de suivi sur vos liens. Donc c'est activé par défaut dans Mailjet, vous n'avez rien à faire. On va comptabiliser vos clics automatiquement et vous donner cette information. Après, on a des outils un peu plus poussés pour vous aider avec ceci. Je pense qu'on n'a pas le temps de parler du UTM tracking parce que les minutes coulent rapidement, mais on peut parler des cartes de clics. Donc, les cartes de clics sont disponibles pour nos clients qui sont sur un abonnement premium. Et ça vous montre les liens sur une sorte de heatmap, on peut dire aussi, ou les liens qui ont été le plus cliqués dans votre email. Et ça vous permet ensuite d'ajuster. Par exemple, si vous voyez que c'est le lien de désabonnement qui a été le plus cliqué, on sait qu'il y a un problème. Après, les analytics bots. Donc, qu'est-ce que c'est une bot? Un bot, c'est une application qui a été formée à faire quelque chose d'automatique. Souvent, dans l'emailing, un bot va aller ouvrir tous les emails. Dans l'emailing, c'est souvent un bot de sécurité. Donc, on peut avoir des bots malveillants. On parle de ça lors de l'inscription sur un formulaire. Mais une bot de sécurité peut aller dans un email, l'ouvrir et cliquer tous les liens pour vérifier que l'expéditeur est un expéditeur de confiance et que les liens ne sont pas dangereux. Et ceci peut augmenter de façon super artificielle vos statistiques. Donc, il y a quelqu'un qui posait des questions sur « Ah, je vois que j'ai 150% de clics ». Ça vient souvent des bot clicks et des clics de bots. Et du coup, en 2020, enfin, on a un projet qui va être lancé en début 2025 qui va permettre aux utilisateurs de Mailjet de distinguer entre les bot clicks, des clics de bots et les ouvertures de bots. Distinguer entre les vraies ouvertures et les vrais clics et les clics et ouvertures de bots. Donc, voilà. Ça, c'est pareil pour les mailjetters en compte premium, mais ça arrive bientôt. Et ça vous aide à vraiment à mesurer le réel engagement de clics sur vos liens. Dernier point dans cette partie statistique, doit-on supprimer les blocages ou les rebonds permanents? Avec Mailjet, non, puisque c'est toujours bien de supprimer les blocages et les rebonds permanents, mais avec Mailjet, préemptivement, vos messages ne seront pas envoyés aux adresses qui renvoient le statut bloqué ou donc rebond permanent. Après, ce que j'ai dit, c'est bien de les retirer quoi qu'il arrive.
dans l'éventualité où vous changez de service d'emailing, par exemple, on espère que non, mais voilà, parce que ce sont des statistiques négatives et donc si vous continuez à envoyer vers ces adresses via un autre service, eh bien ça va nuire à votre réputation d'expéditeur et donc à votre délivrabilité. In fine, dernière slide de questions, et après on passera très très rapidement sur les tendances 2025. Comment gérer les listes noires? Oui, comment gérer les listes noires ou les blacklists? Les listes noires, déjà, qu'est-ce que c'est? Ce sont des répertoires d'adresses IP qui ont été identifiés comme gérant beaucoup de spam par les différents fournisseurs d'accès à Internet. Ça peut être Orange, SFR, etc. Ou alors les webmails, Gmail, Outlook, etc. Grosso modo, si une adresse IP elle est inscrite dans cette liste noire, cela signifie que vous avez de fortes chances d'être considéré comme étant un spammer, donc du coup d'avoir une très mauvaise réputation et d'être rejeté aussi par certains webmails. Pourquoi plutôt votre adresse IP ou votre nom de domaine peut être blacklisté? Ça peut être parce que vous envoyez des emails qui sont non désirés. Donc, par exemple, vos destinataires qui marquent vos messages comme spam, comme étant indésirables. Et du coup, c'est-à-dire que vous envoyez à des contacts qui ne sont plus intéressés par vos communications. Donc ça peut engendrer justement de votre IP d'être blacklisté. Vous pouvez être victime de phishing. C'est pas de votre ressort, mais ça peut arriver aussi. Donc du coup, on en revient à la même chose. La technique, elle est utilisée par les fraudeurs. Du coup, ils vont essayer d'usurper votre identité. Donc forcément, vous allez avoir mauvaise réputation, donc blacklist. Ça peut être aussi une erreur. Je sais que ça peut être embêtant, mais du coup, ça peut être une erreur. Et ensuite, elle peut être aussi blacklistée par le fait que vous utilisez des IP partagés. Alors rassurez-vous, avec Mailjet, on a une équipe qui est dédiée à la réputation et à la délivrabilité. Donc ça arrive pas, très peu, si ça arrive. Mais en tout cas, on met tout en œuvre pour que cela n'arrive pas. Comment savoir si vous êtes blacklisté? Il y a beaucoup de sites qui vous permettent de vérifier ça. Il va y avoir SiteChecker par exemple, What is my IP address? Un petit peu d'anglais. Donc voilà, vous pouvez aller consulter ces sites. Vous verrez si vos IP ont été blacklistés. Nous, c'est des outils qu'on utilise très régulièrement. Et que faire si vous êtes blacklisté? Nous contacter, même si normalement on le saura. Et après, si ça vous arrive en dehors de Mailjet, ce que je vous recommande du coup, c'est de contacter les administrateurs de ces listes, de demander pourquoi vous avez été blacklisté, et après donner des preuves de votre bonne foi. Donc par exemple, les preuves de votre bonne foi, ça peut être mon contact, il m'a autorisé à lui envoyer des emails, même s'il m'a marqué par spam comme étant spammer, j'ai son autorisation, donc son opt-in. Montrer aussi peut-être des preuves de phishing. Dans l'email, généralement, il y a quand même des indices qui prouvent que c'est du phishing. Ça peut être juste une lettre changée dans votre nom d'entreprise, par exemple, dans votre nom de domaine. Et après, voilà, comme je disais, montrer votre bonne foi. Ça peut être une erreur. Expliquer pourquoi. Expliquer avec vos preuves et du coup montrer la bonne foi, parce que je pense que plus vous serez honnête et que vous montrez votre bonne foi, mieux ce sera perçu et du coup plus rapidement la situation sera débloquée. Alors, on a dépassé. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. On va peut-être devoir sauter les tendances, je pense, à la fin. Mais on va finir avec les deux questions et on partage. Je pense qu'avec le PowerPoint, on peut partager peut-être les tendances qui étaient prévues à la partage. Donc, comment fonctionne l'A/B testing? Ça vous permet de tester deux versions différentes lors d'un même envoi. Alors, avec l'A/B testing, en fait, dans Mailjet, vous pouvez créer une deuxième version de votre campagne et l'envoyer à un certain pourcentage de votre base. Et les choses importantes à garder en tête, c'est qu'il faut jamais faire des tests. Il faut toujours faire des tests sur les éléments comparables. Donc, il faut changer, et surtout, souvent, un seul élément. Donc, par exemple, changer le couleur le bouton appel à l'action, ou tester deux objets d'email. Mais tester plusieurs aspects en même temps, vous n'arriverez pas à avoir une idée de ce qui a marché s'il y a trop de variables, en fait, dans vos tests.
Dans Mailjet, la version, du coup, on envoie un certain pourcentage de votre base, de votre audience, et la version qui génère le plus d'engagement est envoyée à le reste de votre audience. On a une nouvelle option dans Mailjet où vous pouvez aussi choisir d'envoyer une version à 50% de votre base et à l'autre moitié envoyer la deuxième version. Et tout à la fois, comme ça, vous regardez les statistiques a posteriori et vous faites des analyses basées sur ceci. Je suis allée vite, mais voilà. Donc, la dernière question. Oui, comment lutter contre l'absence de lecture de mes emails? C'est le grand classique. Excusez-moi. Donc, d'une part, c'est généralement la qualité des contacts. Enfin, c'est la qualité des contacts qui domine, qui domine sur la quantité. Mieux vaut avoir une liste de contacts très qualifiée et donc plutôt restreinte qu'une liste de contacts qui va essayer de toucher la terre entière. N'envoyez que ce que vous avez promis d'envoyer à vos destinataires, évidemment. Donc, ce pourquoi ils se sont abonnés initialement, ce qui les intéresse. Et surtout, faites comme nous maintenant, en fait. Demandez à vos destinataires ce qu'ils souhaitent recevoir. Comme ça, vous êtes sûr de leur envoyer un contenu qui leur est pertinent et qui permettra de mettre en valeur votre marque, vos produits, vos services, tout ce que vous avez à offrir. On va faire l'impasse sur les tendances 2025. Je me permets juste de poster un lien dans le chat donc vers un article qui porte sur ces tendances. De toute façon, comme l'a dit Stéphanie, tout le webinaire toute la vidéo du webinaire vous sera envoyée une fois qu'elle sera mise à disposition sur YouTube. Et donc, en lien, on mettra également cet article. Merci de votre attention. On a un tout petit peu débordé. Merci d'être resté avec nous. Le prochain webinaire, on n'a pas encore la date exacte. On sait que ce sera en 2025. Il devrait même y en avoir un peu plus que cette année. Donc, restez à l'écoute et on continuera donc d'une part à faire ce travail d'éducation à l'emailing qu'on cherche à faire via ce format et également d'autres formats où on essaiera de répondre davantage à vos questions. Merci et comme l'a dit une personne dans le chat, bonne fête de fin d'année puisque c'est de coutume en cette saison. Merci tout le monde.